Roman relais, chapitre 25, par Florence Rhodes. Il ouvre les yeux. Impossible de préciser combien de temps il est resté inconscient. Sa tête le fait atrocement souffrir. Il n'aurait jamais dû boire autant de vin. De quel vin s'agissait-il d'ailleurs? Sans doute pas de Gigondas. Était-ce là ce fameux breuvage que l'on nommait le Poiroux? Un alcool aussi légendaire que l'hydromel, dont les professionnels de la santé estiment qu'il relègue l'absinthe au rang de lait grenadine, et que les auteurs du Caïman évoquaient parfois avec des étoiles au fond des yeux? À moins que Niglo désigne une recette de hérisson hallucinogène. Il entrepose ses interrogations au fond de son esprit. Il y a plus urgent. Pour autant qu'il puisse en juger, il se retrouve recroquevillé sur une banquette de voiture. Rien d'étonnant. Il en avait vu plusieurs éventrés dans le camp des gitans. Autour de lui, plus de musique, de chant ou de clameur de voix. Ils ont tous dû aller dormir. Bon, voilà qui offre des perspectives. Le moment est peut-être venu de fausser compagnie à José et Tonio. Il essaye d'en donner ses priorités. Il en dénombre 3. Se barrer du camp, trouver le pactole du vieux, contacter Vanessa. Vanessa. Les souvenirs lui reviennent par fragments. Avant de défaillir, il a cru la voir danser, ses courbes incendiaires ondulant au son des tambourins et des guitares. Avant d'imaginer Julia s'approchant de lui. Une autre question, la seule valable finalement, se fraye un chemin sur le devant de la scène de son esprit embrumé. Pourquoi la banquette sur laquelle il repose est-elle en mouvement? Une onde de panique. Aucun doute, les frangins ont dû décider avec le dénommé Louis qu'il devait mourir. On va lui ouvrir le bide avant de le balancer dans un fossé en bord national. À l'évocation de cette fin tragique, il sent des larmes lui monter aux yeux. Il coule un regard vers le siège du conducteur et se recroqueville encore davantage sur la banquette. Au lieu de la silhouette massive de Tonio, il voit danser des boucles blondes. Non, pas ça. Avec les gitans, au moins, il n'aurait pas souffert. « On se réveille, mon Diego ?» demande Julia. « Mais tu es morte. Je t'ai vue et Fredo a dit que tu étais étranglée. »« Ah, celui-là !» soupire-t-elle. « Une lopette, prête à dégainer un permis d'inhumer à la seule vue de quelques bleus sur le cou. Paix à son âme, soit dit en passant. Fausser compagnie au keuf n'a pas été beaucoup plus compliqué. Le vieux était plus coriace, je dois dire. Avant de canner, il a eu le temps de me raconter son histoire. Enfin, le début seulement. Mais c'est pas grave, Diego, puisqu'il semble que tu connaisses la fin, non? Elle se retourne et lui adresse un sourire vicieux. Alors voilà ce qui va se passer. Tu vas me conduire bien gentiment jusqu'à l'argent du vieux gitan. Inutile de t'imaginer un destin de super-héros ou la poussée subite d'une paire de coronesses, on sait tous les deux que tu n'es pas de taille. Une fois en possession de l'argent, je verrai ce que je fais de toi. Peut-être que cette montagne de fric pourrait me pousser à être conciliante. Diego n'en croit pas un mot. L'alternative est douloureusement simple. Crever dans 2 minutes ou crever dans 2 heures. À tout prendre, il préfère la seconde option, même si la différence n'est pas majeure. Dans un son de klaxon retentissant, l'habitacle est inondé de lumière. Celle des phares d'un 18 tonnes qui leur arrive dessus. Julia écrase le champignon. Trop tard. Dans un éclair de lucidité, Diego se dit que son espérance de vie vient juste de tomber à 2 secondes.